Nous allons maintenant accueillir quelqu'un qui est aussi une des grandes personnalités, femme, féminine, de la nouvelle génération d'entrepreneurs ici à Dakar. Elle évolue dans un secteur qui est éminemment féminin, le secteur de la beauté. Mais je trouve personnellement qu'elle démontre à l'intérieur de ce secteur d'une créativité et d'une punacité rare. C'est aussi une mère, une épouse. J'imagine qu'elle est la fille de quelqu'un, c'est sûr. Nous allons découvrir son parcours avec beaucoup de passion. Je vous prie d'accueillir Nogaï. Bonsoir. Bonsoir. Ah. Est-ce que vous connaissez Olof Ndiaye? Qui connaît Olof Ndiaye ici? Vous l'avez déjà vu? Quelqu'un a déjà vu Olof Ndiaye? Moi, je le connais, mais je ne l'ai jamais vu. Et pourtant, il dirige mon quotidien. Il dirige mon quotidien à travers, j'allais dire, des proverbes ou des phrases que beaucoup de Sénégalais utilisent. La phrase qui m'a le plus marqué, c'est la phrase qui dit « Nit, mën na jóge ci avion, wàcc ci saret ». Xaw ma jot ngeen ko dégg ou pas. Bonsoir, comme Mariem m'a présenté, je m'appelle Nogaï Ndiaye Mourgaï. Je suis mère de 2 enfants, épouse. Je suis née à Niary Tally. Donc j'ai grandi entre Niary Tally, Grand Dakar et Ouagou Niayes, où j'ai fait tout mon cursus scolaire, primaire, secondaire. J'ai fait le lycée Lamine Gueye, Delafosse et Blaise Diagne. J'ai fait les 3 lycées. Je vous comprendrai peut-être pourquoi après. Et j'ai fait un bac S2 que j'ai mis du temps à avoir parce que je l'ai fait 3 fois. Oui. J'ai fait mon bac 3 fois parce que entre la classe de première et la classe de terminale, j'ai perdu mon père. J'ai perdu tout. J'ai perdu mon homme, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon ami, parce que c'est une personne avec qui je passais beaucoup de temps. C'est une personne qui m'a élevée, c'est une personne qui m'a donné beaucoup de valeur. Donc du coup, quand il est décédé, c'était en 97, le même soir que Mame Cheikh Abdou Aziz Dabakh, je m'en rappelle, et j'étais déboussolée. Jusqu'à ce qu'on pense que j'étais folle. Et donc, du coup, beaucoup de choses ont été chamboulées dans ma vie. Et comme je lui avais promis que j'allais avoir un bac S2, ben, j'ai insisté. J'ai fait le bac 3 fois, tout en passant, en allant jusqu'à l'oral. Il y a d'office et oral, c'est ça, non? Et donc, j'ai eu mon bac dans des conditions assez difficiles parce que c'est un soutien humain, mais surtout un soutien financier parce que c'est un père qui travaillait et qui nous prenait en charge. Je suis née d'une famille de 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons, un peu comme Seynabou. Mais le petit dernier est décédé très tôt. Donc, du coup, on s'est retrouvés avec deux garçons et 3 filles. Et ma mère, je vais dire, elle n'a jamais travaillé de sa vie. Donc, ce qui fait que quand mon père est décédé, c'était très difficile. Il fallait marcher de Niary Tally à Delafosse pour pouvoir continuer ses études et il fallait absolument le faire. Et c'est là que j'ai commencé, au fait, à transformer ma table de travail en marché Sandaga. Je vendais du tout. J'ai commencé par une bague que j'ai achetée au marché HLM à 250, je m'en rappelle comme si c'était hier. Je l'ai achetée à 250 et je l'ai vendue à 500. Ben, je dis,
Donc ça marche, je peux me prendre en charge. Il faut que j'arrête de marcher de HLM de Wagunyai, plutôt Nyari Tali à Delafosse. Donc du coup, j'ai vendu la bague à 500, je suis retournée au marché, le gars m'a vendu 2 bagues, c'est devenu 1000 francs. 4 bagues, c'est devenu 2000. Ben, j'ai rajouté des bracelets, j'ai rajouté des colliers et j'arrivais à 7h30 pour étaler ma table et vendre mes produits. Donc, du coup, j'arrivais à prendre mon car rapide, j'arrivais à avoir mon pinton à midi et même un peu de sous pour donner à ma mère pour rajouter sur la marmite à la maison. Donc, j'ai continué comme ça et finalement, j'ai eu mon bac au lycée Blaise Diagne. Et dès que je l'ai eu, je suis partie au lycée, je suis partie à Marlborough. Parce que je voyais tout le temps les hôtesses de Marlborough habillées en jupe très jolie et tout ça. Je me disais que c'est un truc que je pouvais faire. Donc, je suis allée à Marlborough sans trop réfléchir. Ben, j'ai vu le gardien, je lui ai dit que j'avais un rendez-vous avec le directeur. Il me fait oui. Là, je n'ai pas accès au rendez-vous. Ben, je sais qu'il n'a pas accès au rendez-vous. C'est la secrétaire qui a accès au rendez-vous. Donc, un pas de fait. Je rentre, il me dit, rentre, allez voir avec la secrétaire. Et elle va voir dans la liste. La secrétaire qui regarde la liste et tout, je lui dis, non, il s'est trompé. Je n'ai pas de rendez-vous. Au fait, c'est quelqu'un qui le connaît, qui m'a mis en rapport avec lui. Donc, dites-lui qu'il y a quelqu'un qui le cherche. Et donc, elle a appelé pour dire ça. Et comme le monsieur en question, il était curieux de savoir, mais parce que c'est un étranger, au fait, qui je dois connaître au Sénégal qui me met en rapport avec une certaine Nogaye. Et donc, la secrétaire me dit d'attendre. J'ai dit, là, je croise les doigts. Et à un moment, elle me dit, allez-y. Donc, je cogne à la porte, j'ouvre. Et je referme derrière moi et je lui dis, monsieur, je ne vous connais ni d'Adam, ni d'Ève. Je ne connais personne qui vous connaît. Je veux juste du travail. Et rapidement, parce que je dois payer mes études, parce que je viens d'avoir mon bac. Et le mec se met à rigoler. Ben, ma face, ça m'a canam, quoi. Il a rigolé jusqu'à se rendre compte que moi, je ne rigolais pas. Et il m'a dit, asseyez-vous. Donc, je me suis assise et il m'a dit, pourquoi vous cherchez du travail? Donc, je lui dis, je viens du lycée Lamine Gueye, on vient de m'annoncer, je ne suis même pas encore partie à la maison, on vient de m'annoncer que j'ai mon bac, donc je veux de quoi continuer mes études parce que je n'ai pas les moyens et je n'ai pas trop envie d'aller à l'université, quoi. Il me dit, oui, il prend sa calculette, il me dit, oui, quelle école tu vas aller, c'est combien le sandwich, c'est combien le... Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec-là? Qu'est-ce qu'il va me raconter là? Je veux juste un travail, quoi, pour payer mes études. Et voilà, il me dit, si tu commences à travailler, tu ne vas pas continuer tes études et c'est mieux que tu continues tes études et tout ça. Je vais venir voir ta mère, mais voilà, un gars que je salue au passage, je ne vais pas dire son nom. Et voilà, après, comme raisonnent toutes les filles, je me suis dit, mais ce gars-là, il va chercher à me draguer, il va rien me donner de travail. Donc, du coup, il m'a donné son numéro de téléphone et tout, et j'ai zappé. J'ai zappé et je suis allée encore chercher du travail pendant des mois et je n'ai pas trouvé. Excusez-moi, je n'ai pas le chrono hein, et je parle beaucoup. D'accord, il n'y a pas de souci. Et donc, je suis restée comme ça et je n'ai pas trouvé de travail. Donc, du coup, je suis retournée quand même le voir pour voir est-ce qu'il y avait encore cette possibilité-là. Et il était fâché parce que le même jour, il devait rentrer. C'était son dernier jour de travail et tout. Donc, il me dit qu'il ne pouvait rien faire. J'ai dit OK. Et à un moment, entre-temps, je me suis quand même inscrite à l'université en fac de sciences parce que je voulais faire médecine, au fait. Et comme j'ai mis 3 ans pour avoir mon bac, je n'ai pas pu aller en fac de médecine parce que j'étais un peu trop âgée pour ça. Et donc, je me suis inscrite en fac sciences, mais ça ne me disait rien. Ça me disait absolument rien. Et je me suis inscrite en BTS Commerce International parce qu'il y avait une annonce. Et par la suite, je suis allée postuler pour faire cette histoire d'hôtesse à Marlborough. Donc, je faisais hôtesse à Marlborough et en même temps, je suivais mes études.
Et j'étais en première année BTS Commerce International. Donc ça s'est passé comme ça pendant 2 ans et j'ai pu décrocher mon BTS en Commerce International. Et ensuite, je suis allée à Gauloise Blonde, qui était une entreprise un peu concurrente à Marlboro, où j'ai fait 1 an. J'ai fait 1 an pendant lequel j'étais nommée meilleure commerciale. Comme je parle beaucoup, je vends beaucoup. Et j'étais nommée meilleure commerciale. Et comme je disais tout le temps à tous mes parents, mes amis, je voulais être hôtesse de l'air. C'était mon rêve depuis toute petite. Et un de mes oncles a vu l'annonce dans Le Soleil. Excusez-moi. Et il a appelé mon père, ma mère, et lui a dit j'ai vu une annonce qui pourrait intéresser Nogaye parce que elle a toujours été passionnée d'être hôtesse de l'air, de voyager et tout ça. Et donc, du coup, ma mère m'en a parlé et j'ai été postulée pour passer le concours d'hôtesse de l'air. C'était il y a... Et donc, j'arrive sur place et je vois plus de 400 filles, presque 500 filles. Je les regarde toutes. J'ai dit, mais moi, j'ai aucune chance. Elles sont toutes belles. Et je prends mon téléphone, j'appelle ma mère. Je lui dis, mais là, je vais rentrer parce que j'ai aucune chance. Il y a même Miss Sénégal, quoi, ici. Ma mère me fait, donc, comme tu n'as aucune chance et que tu t'es déplacé jusque là-bas, mais pas juste le concours, quoi. Ne fatigue pas le monde. Et donc, j'ai passé le concours. J'ai passé le concours tranquille. Comme je n'avais pas espoir que j'allais passer, ben comme j'adore rigoler, en plus j'ai fait rigoler tout le monde dans la salle et tout. Une semaine après, on m'appelle, on me dit, vous êtes retenu pour être hôtesse de l'air, vous allez passer tel test et tout. Bon, tous les tests, je les ai passés comme ça. On était 400 et quelques au départ et on s'est retrouvés, on était 19 personnes. Et un matin, on m'appelle, on me dit, oui, finalement, vous êtes retenu pour être hôtesse de l'air et que vous allez intégrer la compagnie. Yes. Yes. Mon rêve qui deviendra mon cauchemar. Bon, mon rêve. Et donc, du coup, je vais à Gauloise Blonde et je leur annonce que j'ai réussi le concours d'hôtesse de l'air et que voilà, je vais aller dans les avions, avoir mon trolley, ma tenue. Tout le monde était content. Et mon patron m'a fait un énorme pot de départ. Voilà, tous les collègues étaient là. Nogaye a réussi. Elle est hôtesse de l'air maintenant. Elle a un bon salaire. Elle va aller à New York, Paris. OK. Et donc, ça, c'est fini. On va à l'étranger faire une autre formation, une formation qui a duré à peu près 6 mois. Donc, du coup, j'ai fait ma lettre de démission. Je suis partie dans ce pays-là et où on s'est formé. Voilà, j'étais même la chef de promo parce qu'on a demandé, c'est qui veut être chef de promo. J'y connais rien, j'ai levé mon doigt et... J'étais chef de promo. Donc, j'ai dirigé 19 personnes dans un pays que je ne connaissais pas. Je n'étais jamais venue. Ben, ça s'est bien passé, sauf qu'au retour, on ne savait pas si on devait prendre une voiture ou on devait attendre qu'on vienne nous prendre. Donc, du coup, on a fait retarder l'avion d'1 heure. Un groupe qui est censé être hôtesse de l'air et faire que les passagers arrivent à l'heure et tout ça. Pour notre premier retour au Sénégal, on a retardé l'avion d'1 heure. Bon. Après, arrivé à Dakar, c'était chaud. C'était chaud et moi, je me sentais le devoir, au fait, de défendre mon équipe. Mon équipe, c'était mon équipe parce que j'étais chef d'équipe. Et ça m'a coûté très cher. Ça m'a coûté très cher parce qu'après cette formation-là, on a fait d'autres formations. Et à l'issue de ça, on m'a appelé pour me dire... de récupérer ma tenue, ma carte, d'expliquer au chauffeur où j'habitais pour effectuer mon premier vol. Ce que j'ai fait, tranquille, comme tout le monde, et je suis rentrée chez moi. Arrivée chez moi, mon téléphone qui sonne, on me dit Nogaye, oui, vous êtes convoqué à la direction et vous attendez pas le chauffeur, au fait, vous venez directement à la direction. Bon, je me suis doutée de rien. Pour moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire.
Tranquillement, je me réveille. Bon, après, c'est ma mère qui me dit oui, on t'a appelé alors que c'est le chauffeur. Je dis ah, de toute façon, on m'a appelé, je vais y aller, quoi. Et je suis partie, je me suis assise. Et la dame, après juste m'avoir salué, me dit Nogay, je suis désolée, on est désolé. Vous ne pouvez pas être hôtesse de l'air chez nous. Vous avez une forte personnalité et un gros caractère. Je dis hein? Ok, d'accord. Bon, sur le coup, je n'ai pas réagi. Hein. Je fais mon cinéma là aujourd'hui, mais il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Je dis d'accord. Sur le coup, mes oreilles ont entendu, mais ma tête n'a pas voulu accepter l'information. J'ai dit ok, d'accord, merci beaucoup, madame, bonne journée. Et elle me regardait genre, est-ce qu'elle a compris ce que j'ai dit? Effectivement, je n'avais pas compris, j'ai entendu. Et ben, je suis partie chez moi et c'est arrivé à la maison, ma mère qui m'attendait de pied ferme, qui me fait alors, qu'est-ce qu'on t'a dit? Je dis ok. Au moment de répéter, mon subconscient a repris l'information en fait. Et je n'arrivais même pas à sortir de mots. Et c'est là que je me suis mise à pleurer, au fait, et me rendre compte que c'était pas fait parce que, dans le sens où ma mère, elle vendait des ustensiles de cuisine, des choses qui venaient de Dubaï. Elle faisait ce qu'on appelle du rango. Rango. Comment on dit ça en français? J'avais des tantes qui partaient elles-mêmes à Dubaï et qui ramenaient des affaires et elles les prenaient pour les revendre. C'est ça, rango, non? Et donc, comme je devenais hôtesse de l'air, elle payait, je pense, à l'époque 10% du billet d'avion. Et donc, elle avait fait tout son plan. Genre, je vais être une grande commerçante. Et quand elle m'a regardée, c'est ces images-là, au fait, qui sont plus venues dans ma tête. Et c'est ça qui m'a fait pleurer, au fait. Donc, c'était un moment vraiment... à l'expliquer, ça fait encore quelque chose, mais voilà. Et donc, quand j'ai commencé à pleurer, elle a compris que voilà, ça s'est pas bien passé et que voilà, un rêve venait de se briser et tout, voilà. Et comme c'est une femme forte, elle me dit, yalla mom jeexul, yalla mom jeexul, man ko jeexul kay, ñu nek fa du ko jeex, du ko jeex, du fa jeex, du fa jeex. Donc du coup jeexul quoi. Et donc, après retour à la réalité, j'ai perdu un job, j'ai pensé avoir atteint mon objectif ou bien mon rêve. Ce n'était pas le cas. Maintenant, il faut retrouver un nouveau travail. Ben, je suis partie en chercher. Je me réveille à 8 heures comme tout le monde. Je mets mon CV dans un sac, je vais en ville, je fais tous les bureaux. Rien. Pendant 2 mois, je n'avais pas trouvé de travail alors que depuis le bac, je n'ai jamais chômé. Donc, j'ai cherché, c'est à la fin du 2e mois que j'ai pu avoir un travail à Colgate-Palmolive. Je fais la pub, Mariam, si tu permets. Donc, à Colgate-Palmolive, j'avais un travail. Mais c'était un travail Le travail consistait à prendre une charrette et aller livrer du savon, des pâtes dentifrice, des oignons, tout ce que tu veux. En fait, le matin, je me réveille, je vais dans les boutiques de Médina, je connais toutes les rues, je les ratissais. Je commençais même à apprendre le peul, parce que les peuls, là, pour leur vendre, il faut parler leur langue. Hein? Donc, je ratissais toutes les rues le matin, je prenais les commandes des boutiques et l'après-midi, j'allais avec Modou, c'est le charrutier, c'est lui qui conduisait la charrette et moi j'étais à côté, je chargeais toute ma marchandise et j'allais livrer. Et le lendemain, je retournais pour aller récupérer mon argent. Donc c'est pour ça que je parlais de Olof Ndiaye tout à l'heure. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais je devais être dans un avion et je me suis retrouvée dans une charrette. J'y croyais pas jusqu'à ce que ça m'arrive. Et depuis lors, j'écoute tout ce qu'on me dit, Olof Ndiaye a dit, précieusement.
Et fallait me voir sur la charrette parce que pour tout le Sénégal, Nogay avait réussi. Elle était hôtesse de l'air alors qu'elle était sur une charrette. Donc du coup, j'ai acheté un foulard très noir, très grand. Et je me suis mis ça sur la tête et j'ai fait comme ça. Et Modou, le charretier, me fait, c'est un serreur, me fait Nogay, yow doo bàyyi sa muuru bi ngay mel ni màggatu tubaab doo ñu wax fan la ñuy jàdd ah nga toog nii di yogor yi rek sa kóol bi doo ko dindi. Et depuis, je respecte les charretiers. Parce que quand je rentre à la maison, même quand je dormais, je sentais comme si j'étais encore sur la charrette. J'en rigole aujourd'hui, mais c'était très, très, très dur. C'était très dur, Ben, mais ça m'a appris extrêmement beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup donné de maturité. Ça m'a beaucoup endurci, je peux le dire comme ça. Et depuis ce passage-là, parce que c'est monter très haut et descendre, mais vraiment, vraiment, vraiment à un niveau... C'est pas que je ne considère pas les gens qui font ce métier, parce que c'est un métier et c'est un gagne-pain, parce que tu gagnes quand même ta vie. Mais vu l'histoire, comment ça s'est passé, j'ai appris énormément. J'ai appris, mais beaucoup. Et cette expérience-là, qui était très difficile, par la suite, j'ai intégré d'autres entreprises. J'ai arrêté la charrette. À un moment, je dis, ma mère, là, je ne peux pas, parce que je n'y arrive pas. Elle me dit, de toute façon, toi, Djambanga et tout, ma mère, là, elle n'est pas venue, mais je la salue de tout mon cœur. C'est une force, c'est ma force. Et elle m'a dit non, mais si tu arrêtes, je comprends, parce que si tu fais des choses que tu n'aimes pas, tu ne te retrouves pas et tout. Donc du coup, j'ai arrêté et j'ai repris à déposer les CV. Je me suis retrouvée dans un magasin de vidéocassettes, à louer des cassettes. Et c'est là-bas que j'ai rencontré une dame qui s'appelle Aïden Ndiaye, qui travaillait à l'époque à Kiren. Et qui m'a dit, on est en discussion, elle me fait qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as comme diplôme et tout. Je lui dis, j'ai un BTS en commerce international, je veux faire du marketing, j'ai de l'expérience dans la vente et tout. Et elle me dit, ben, on vient d'ouvrir Kiren et on cherche quelqu'un pour le marketing. Ben, je dis, marketing surtout de terrain, c'est des choses que j'adore faire. Donc du coup, j'ai déposé mon CV. Et c'est là que j'ai commencé à faire ce que j'aimais faire. C'est le marketing de terrain, le contact humain et tout ça. Donc j'ai fait 2 ans à Kiren. Et après, je suis partie à Fontaine, qui fait aussi de l'eau minérale, qui venait de se lancer et qui cherchait son responsable marketing communication. Donc c'est un poste que j'ai jamais fait. C'était un challenge. J'adore les challenges parce que dès qu'on arrête d'avoir du challenge, pour moi, c'est fini. Donc j'ai intégré Fontaine et c'est là que j'ai repris ma formation. J'étais arrêtée en BTS commerce international et j'ai continué, c'est là-bas que j'ai continué ma licence à l'ISM. J'ai fait licence et master en marketing communication. Donc, et ça m'a vraiment permis de porter le poste parce que c'était une entreprise qui venait carrément de débuter et il fallait créer tout le département marketing et une partie commerciale. Et c'est là-bas que j'ai réutilisé mon ancien métier de loquiste à Colgate, le fameux job sur les charrettes et tout. Donc, c'était une stratégie que j'ai remis au fait dans le job à Fontaine et qui a permis au fait d'amener l'eau dans toutes les boutiques de quartier. Donc, c'était pas plus mal que je sois montée sur la charrette, au fait. Et donc, j'ai fait dans cette structure 3 ans. Et je peux dire que c'est l'une des meilleures expériences professionnelles que j'ai eues. Je salue Noura Wazni au passage. C'est une jeune Libanaise qui s'est vraiment battue. On avait le même âge et ça nous a permis de travailler vraiment en coordination et elle m'a vraiment fait confiance. Quand une personne te fait confiance, en tout cas pour moi, tu dois t'investir à fond et c'est ce que j'ai fait en mettant en place tout le département marketing. Bon, après 3 ans, j'ai commencé à tourner en rond parce qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose à faire et tout ça.
Et je suis allée travailler dans une agence de communication qui s'appelait Panorama. Avant ça, j'ai ouvert un salon de coiffure, non, une onglerie qui s'appelait Ashanti, à Liberté 4. Comme ça, parce que je sentais le besoin de l'ouvrir. Et il n'y avait même pas cette histoire d'entrepreneuriat qu'on a aujourd'hui et tout ça. Donc j'ai ouvert Ashanti et je voulais faire de l'onglerie. J'ai commencé l'onglerie. Par la suite, sur demande des clients, j'ai rajouté la coiffure. Sur la demande des clients, j'ai rajouté l'esthétique. Sur la demande des clients, j'ai rajouté tellement de choses que je ne pouvais même pas dire qu'est-ce que j'avais comme structure de beauté. Et au final, ben, ça n'a pas marché. Ça a marché 1 an et demi, peut-être 2 ans. J'ai perdu beaucoup d'argent parce que j'avais un poste à responsabilité et je ne passais pas beaucoup de temps au niveau du salon. Donc du coup, j'ai bazardé, j'ai perdu énormément d'argent et j'ai bazardé tout. Et je me suis dit, de toute façon, je vais revenir parce que c'est une chose que j'aimais faire. Et donc, j'ai quitté Fontaine et je suis allée à Panorama. Et c'était une agence de communication où j'étais chef de publicité et je gérais des budgets d'entreprises locales. Et pendant que je faisais Panorama, il y a une amie qui est venue en vacances au Sénégal et qui m'a dit, comme on avait une cérémonie, qui me dit, viens, on va se faire les ongles. J'ai dit, ok, d'accord, tranquille. On est allé dans une onglerie, ben, on s'est fait les ongles et elle me fait genre, oui, la petite parisienne quoi, oui, au Sénégal, on n'a rien à faire ici, les gens font n'importe quoi, personne ne travaille, c'est pas comme en France. Donc ça m'a révolté voilà, qu'elle puisse tenir ce langage. En plus, c'était vrai. Ça s'était pas bien passé du tout. C'était même pas un service, au fait. C'est comme si on nous payait, nous, pour venir faire les ongles, alors que c'était dans l'autre sens. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse revenir mon entreprise d'avant et je vais le faire mieux aux normes internationales, aux normes ceci, aux normes cela. Et c'est comme ça que Ongle Mania est né en 2010. C'est le premier Ongle Mania que j'ai fait à Fass. J'ai fait un petit avec mes économies. J'avais une table ou deux avec 2 postes de pédicure. Je me dis que je commence. Je ne peux même pas dire avec quel budget j'ai commencé parce que les choses se sont faites au fur et à mesure. Et voilà, l'aventure a commencé et elle a continué parce que les gens ont tout de suite adhéré. Donc Ongle Mania 2010, Fass, Ongle Mania Ngor 2012 et Ongle Mania VDN en 2014. J'ai dit à ma mère, je fais comme toi, tous les 2 ans, je ponds un Ongle Mania. Comme toi, tu fais des enfants tous les 2 ans. Parce qu'avec mes frères et sœurs, on a chacun 2 ans de différence. Donc, je la taquinais un peu comme ça. Et en 2015, j'ai fondé Fantasyka, Nails and Beauty Academy, qui est une école de formation qui est une école de formation, je vais dire, dans les métiers du look à la base et de la beauté. Voilà, c'est une école qui, aujourd'hui, accueille en moyenne, je n'ai pas les chiffres, voilà, qui accueille, bon, je vais prendre par classe, hein, alors 16 élèves en maquillage, par mois, 8 ou 12, la team Fantasyka est là-bas, en onglerie et en extension de cils. Donc c'est aujourd'hui une école dont je suis particulièrement fière parce que c'est un métier qui, pendant des années, n'a pas été valorisé, n'a pas été pris en compte à sa juste valeur, je vais dire. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est métier de la beauté, que ce soit l'esthétique, la coiffure, les produits cosmétiques, pèse énormément sur l'économie nationale. Et je pense que ce n'est pas bien considéré.
Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait Fantasika. Et je cours derrière le ministère de la formation professionnelle pour qu'on puisse délivrer des diplômes. Parce que pour moi, pour qu'un métier soit valorisé, il faut des diplômes, il faut des attestations, il faut que les gens soient formés, comme en comptabilité, comme en gestion, comme sur autre chose, pour que les gens se disent « Ah, je vais prendre des personnes qui sont formées, qui se sont assis pour apprendre. » Parce que je ne dis pas que ce n'était pas le cas, parce qu'il y a des écoles qui existaient, mais ce n'était pas à la... Jusqu'à présent d'ailleurs, c'est pas à la portée de tout le monde et les gens ne sentent pas vraiment la nécessité de prendre des gens qui sont formés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis encore une fois de plus que je suis... c'est la chose dont je suis la plus fière aujourd'hui, parce que les personnes qui sortent aujourd'hui de Fantasika, soit c'est des personnes qui ont déjà leur business et qui veulent rajouter des prestations sur leur chiffre d'affaires, ou c'est des personnes qui vont directement travailler. Et ça, pour moi, c'est une fierté. Et c'est des personnes qui sont fières aujourd'hui de mettre sur leur Facebook, sur leur CV ou autre, j'ai eu une formation par rapport au métier. Et j'espère que d'ici quelques années, et c'est mon combat d'aujourd'hui, que dans tous les salons, on trouvera des personnes qui sont formées, qui ont leur diplôme et qui permettent de valoriser au fait ce métier. Il faut qu'on arrête de prendre les métiers de la beauté et de l'esthétique comme des métiers par défaut. Merci. Bravo, merci beaucoup.